Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion. Bienvenue à l'écoute de cet épisode spécial 20 ans des enfants de dialogue. Il y a presque 100 ans, dans la région des Highlands, au nord de l'Écosse, de nombreuses personnes ont raconté avoir vu un étrange monstre sortir du fond d'un lac. À chacune de ces surprenantes apparitions, le ciel était clair et la surface de l'eau aussi lisse que de l'huile. Tous ces témoins sont certains de ce qu'ils ont aperçu, pourtant, vous et moi, on sait bien que les monstres n'existent pas. Oui ou non? Ils existent ou pas? Vous n'avez jamais vu de monstre? Je suis sûre qu'à vous aussi cette voix dit quelque chose. Je vous aide. Il s'agit de Laure Grand-Besançon, la voix des Odyssées. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Les Odyssées, c'est bien sûr un podcast produit par France Inter qui a déjà réuni plus de 15 millions d'écoutes et qui raconte les grandes aventures de l'histoire aux enfants. Mais c'est aussi un livre qui vient de sortir aux arènes et pour lequel nous avons eu la joie de recevoir ce mois-ci Laure Grand-Besançon. Bonjour! Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de cet épisode spécial 20 ans des enfants de dialogue. Extrêmement honorée d'être là et merci à vous pour votre invitation. Alors nous allons parler avec vous de l'art de raconter des histoires aux enfants, de la magie de la voix, de l'imaginaire aussi qui se développe quand il n'y a pas d'image. D'abord, il est écrit dans les Odyssées, dans le livre, que vous avez toujours aimé les enquêtes, notamment quand vous étiez petite, et que finalement, cette curiosité, c'est un peu cela qui vous a mené vers ce projet. Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait vrai. En fait, je le raconte un peu dans la petite bio qu'il y a au début du livre. En fait, les enquêtes, c'est arrivé très vite dans ma vie. Quand j'étais enfant, je partais l'été avec des cousins et on avait un cousin un peu plus grand qui s'appelait Camille et qui, pour nous, fabriquait des mises en scène et des enquêtes dans le jardin. Et du coup, il plaçait des indices dans des arbres, machin, etc. Et donc, on devait reconstituer des scènes. Voilà. Parfois, c'était des crimes. C'était assez sanglant, d'ailleurs. Et on devait trouver le meurtrier, comment la personne était morte, etc. Donc, ça occupait beaucoup de nos vacances et ça a laissé une trace comme ça en moi assez forte. Et puis, j'étais aussi entourée de gens qui étaient de grands raconteurs d'histoires. Moi, j'avais une grand-mère qui, quand j'étais enfant, me racontait sa vie, quoi. Dans son lit, le soir, je dormais avec elle quand j'allais la voir. Et elle a une vie assez folle, puisqu'elle est née à Shanghai dans les années 1917. Et après, sa vie, elle a traversé le monde et l'histoire. Et du coup, elle me racontait toute sa vie dans son lit. Et moi, j'écoutais ça, bouche bée, l'arrivée de Mao Tse-tung, quand elle est arrivée après en Indochine, après quand elle est arrivée en Algérie, tout ça. Donc, déjà, j'ai eu... c'est comme si le grand récit d'aventure, c'était vraiment inscrit dans mon ADN toute petite. Et donc il y avait elle, puis il y a aussi mon père qui aussi était une sorte d'aventurier à qui était arrivé plein d'histoires et qui me racontait aussi ses aventures, ses histoires, qui parfois les sublimait un peu pour en faire de meilleures histoires justement, et il me les racontait lui aussi le soir avant de me coucher, le matin au réveil et tout. Donc vraiment toute mon enfance, ça a été ces jeux d'enquête et ces histoires qu'on m'a racontées. Donc, un jour, j'ai pas pu faire autrement qu'à mon tour raconter des Odyssées, quoi. Pourquoi avoir envie de les raconter aux enfants et pas aux adultes finalement, ce public-là, il vous intéressait particulièrement? En fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas... c'est pas quelque chose qui est né de façon consciente. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais... faire des histoires pour enfants. D'ailleurs, quand j'écris, moi, bon, bien sûr, je sais à qui je m'adresse, mais j'essaie d'écrire des bonnes histoires. Pour adultes, pour enfants, peu importe, je veux écrire les meilleures histoires possibles. Mais après, d'instinct, je me suis sentie bien, quoi, dans cette adresse aux enfants. Et c'est comme si je retrouvais un peu des parties de moi, quoi. Enfin, c'est comme si... En fait, ça s'est fait de façon très, très naturelle, quoi. J'ai commencé à écrire et c'était comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment naît un nouvel épisode? Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une 60aine. 70, là, 70. Alors, il faut à peu près 15 minutes pour ceux qui ne connaissent pas encore. Du choix du personnage jusqu'à sa diffusion, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le choix, j'ai toujours plein d'idées en tête. Et comme ça, j'ai un petit document avec plein d'idées pour le futur. On sort les Odyssées par série de 5 ou de 10. Et dans chaque série, j'essaie qu'il y ait une sorte de grande diversité, la plus importante possible. Alors, il faut qu'il y ait une amplitude historique, que les aventures se déroulent à des moments différents de l'histoire, qu'il y ait des femmes, des hommes, qu'on traverse des continents, qu'on ait
différents types d'histoires, des enquêtes, de la grosse histoire, des choses un peu mystères. Donc j'ai en tête cette diversité-là quand je dois faire la collection. Et donc en fonction, je fais mon petit jeu comme ça. Après, quand je choisis les histoires, c'est toujours quand même... Après, il y a des incontournables de l'histoire où je sais que je vais devoir passer par là. Type Napoléon, par exemple, que j'ai fait l'année dernière. Bon, ben, il fallait le faire un jour et c'était l'anniversaire, donc voilà, c'était le moment. Mais sinon, je suis vraiment mon instinct et mon appétit d'écriture, en fait. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie là d'écrire Ah, tiens, ça, j'ai pas encore fait. Là, à la Toussaint, on sort un épisode sur Spartacus. Et j'attendais, parce que je me disais, j'ai pas encore fait de grands trucs un peu péplum comme ça, dans la Rome antique, etc. Donc voilà, il y a aussi, il y a à la fois cette envie de créer une diversité et des appétits d'écriture. Donc ça, c'est pour le choix. Après, je me documente. Je travaille, alors les Odyssées, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Je travaille avec une équipe, parce que la radio, c'est quand même un art collectif. Il y a plusieurs personnes. Il y a une personne qui m'aide pour la documentation, donc elle réunit des ouvrages, elle écrit des synthèses que moi je consulte. Elle choisit aussi à chaque fois l'historien qui va me relire, parce que chaque épisode est relu par une personne compétente en la matière, pour être sûre que je dise pas trop de conneries, de bêtises aux enfants. Et donc je lis cette doc, je lis les livres, et je réfléchis un peu, j'écris beaucoup de brouillons. Parce que pour comprendre ce qui se passe, j'ai besoin d'écrire. Donc parfois j'ai 50 pages de brouillon. Et je commence comme ça à réfléchir à une structure narrative et surtout une entrée. Quel fil je vais dérouler pour l'entrée, quelle scène il va y avoir au début, ça c'est très important. Parce que c'est là qu'on chope l'attention ou pas. Donc cette scène de début... elle me prend un peu de temps à écrire et après voilà, j'écris, souvent j'ai une idée un peu de la dynamique et puis finalement ça change évidemment au milieu de l'écriture. Après on enregistre, donc une fois que mon texte est prêt, validé, relu par l'historien, que j'ai fait mes corrections, après on enregistre, là on enregistre la voix à blanc, ensuite c'est récupéré par les réalisatrices, parce qu'en l'occurrence il se trouve que les personnes avec qui je travaille sont que des femmes, donc elles récupèrent la voix, elles la montent. Et après, elle s'attaque à la mise en onde. Et c'est une partie assez dense et complexe parce que c'est assez réalisé, très réalisé, les Odyssées. Et du coup, pour faire un épisode, par exemple, alors moi, en termes d'écriture, j'ai à peu près 5 jours. Et après, pour la réalisation, il faut compter aussi 5 jours, quoi. Entre le moment où on enregistre et le mixage, c'est 5 jours, parfois un peu moins, parfois un peu plus, enfin bon, c'est une moyenne. Et voilà, quand elle réalise les Odyssées, elle se retrouve parfois avec 8, 9, 10 pistes, quoi, je sais pas combien, mais c'est-à-dire qu'il y a la voix à blanc, ensuite il y a une première piste d'ambiance, deuxième piste d'ambiance, une musique, les bruitages, etc. C'est comme une sorte pour donner tout le relief. Donc elles font ça, quand elles ont fini leur V1, je l'écoute. On en discute ensemble, si éventuellement je dis tiens ça peut-être est-ce qu'on peut essayer de faire comme ça ou ceci, on discute ensemble, parfois j'ai des idées, elles me disent non ça n'a pas marché, enfin c'est une sorte de dialogue comme vos librairies. Et après une fois que la V1 est validée, après il y a l'étape du mixage et là ça dépend des épisodes mais il faut compter je crois un jour et demi quoi, de mixage, parce que ça aussi c'est une étape très importante et c'est un travail de... C'est très fin. C'est très fin, de dentelle, ils font vraiment du boulot incroyable, quoi. Moi je suis toujours ébahie par et le travail de réalisation et le travail de mixage, parce que ils donnent vraiment tout le relief, quoi. Et souvent le mixage c'est une étape qu'on oublie, mais en fait c'est 3 étapes: écriture, réalisation, mixage, c'est clé, quoi. C'est vraiment pas... Donc voilà à peu près comment ça se passe, une Odyssée. Est-ce que vous avez envie qu'on lise une autre aventure ? Une autre Odyssée ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lire ? Est-ce que par exemple ça vous dirait qu'on se penche un peu sur le cas de l'homme au masque de fer ? Ouais. Alors, pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 36. Parfait, exactement. Vous voyez un peu l'univers, c'est donc l'homme au masque de fer, c'est une légende. Enfin, une légende. C'est un cas assez mystérieux de l'histoire parce que on ne sait pas très bien qui est ce monsieur qui porte ce masque de fer. Il y a plein de gens qui ont essayé de savoir un peu qui il était. Et donc les Odyssées aussi, on s'est penché sur la question. La folle énigme de l'homme au masque de fer. Le 19 novembre 1703, dans le cimetière Saint-Paul, près de la prison de la Bastille à Paris, on enterre un prisonnier dans le plus grand secret. Personne ne sait qui il est. Et pour cause, cela fait des années qu'il porte nuit et jour, paraît-il, un épais masque de fer.
étrange. Alors justement, la phase Le d'écriture, elle lendemain, est cruciale, on l'a compris, et notamment pour capter l'attention, comme vous l'avez dit, l'accroche, il faut que tout de suite le jeune ou moins jeune auditeur soit dans l'histoire et s'imagine aussi tout ça, c'est tout l'imaginaire qui va se développer derrière. C'est quoi les trucs pour capter l'attention des enfants, pour raconter une histoire qui va plaire? Est-ce que c'est dans le ton? Est-ce que c'est dans les petits mots? Quels sont vos trucs? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que du coup, ça me permet de réfléchir parce que tout ça, je le fais un peu instinctivement. C'est naturel. En fait. Ouais, enfin, pas naturel, mais c'est du travail, mais je teste comme ça, au feeling, quoi, je dose un peu. Alors, déjà, j'essaie de garder un peu de diversité pour qu'il y ait des entrées à chaque fois différentes et de traiter, d'écrire chaque sujet différemment. C'est-à-dire que chaque sujet. Il n'y a pas une trame Non, qui il revient. n'y a pas une trame qui revient. Après, bon, je me dis, si parfois je sais qu'il y a des moments où je dis, je vais faire une entrée par le paysage. Par exemple, quand j'ai fait le lycée sur Nelson Mandela, j'ai commencé par une montagne. Mais un peu, je pense que c'est un peu un mélange, quoi. C'est-à-dire que parfois, j'ai trouvé les choses un peu incongrues. Un peu pour pas raconter l'histoire comme on raconte l'histoire et surtout de raconter l'histoire comme on écrit un récit d'aventure, quoi. Donc c'est soit un événement, soit un truc mystérieux, soit une blague, soit une adresse à l'auditeur, mais quelque chose qui se décale un peu par rapport à ce qu'on peut attendre habituellement pour dire ah tiens mais qu'est-ce qui se passe, et puis aussi je compte beaucoup sur le son. Alors justement, c'est un peu un pari à l'heure des écrans non-stop pour les enfants aussi, de réussir à capter leur attention seulement avec la voix. Il y a un pari derrière et la preuve que ça fonctionne, les podcasts pour enfants se multiplient. Comment vous analysez ça ? En fait, plusieurs manières. C'est-à-dire que d'un côté, bon, le podcast, évidemment, il y a une sorte de boom depuis quelques années du podcast, mais en fait, en réalité, c'est que c'est des gens qui racontent des choses à d'autres gens. Et ça, c'est millénaire. Enfin, c'est juste une autre façon de le faire. Mais tout le monde a besoin qu'on vous raconte une histoire, et c'est la première chose, c'est la voix. Donc ça, c'est vieux comme le monde, quoi. On aura toujours besoin du théâtre, on aura toujours besoin de faiseurs d'histoire. Voilà, on est fait comme ça, c'est dans notre ADN, quoi. Donc ça, il y a ça. Et puis après, je pense que ça intéresse aussi beaucoup les parents parce que justement, c'est un peu une sorte d'outil contre les écrans. Donc peut-être qu'ils sont peut-être plus mis entre les mains des enfants. Mais c'est vieux comme le monde, en fait, j'ai l'impression. Vous avez parlé du théâtre, il y a ce côté-là aussi dans votre voix. Il me semble que vous avez une formation théâtrale. Oui, moi, avant d'arriver à la radio, j'étais comédienne. Donc ça joue beaucoup aussi pour que ça marche. Oui, je pense que, oui, forcément, et ça, encore une fois, c'était pas trop... C'est arrivé comme ça. En fait, ce qui était assez chouette pour moi dans les Odyssées, c'est que ça réunissait d'un coup tout ce que j'aimais faire. C'est-à-dire qu'il y avait le côté où je racontais. Et alors avant, j'étais comédienne, donc je retrouvais un peu le plaisir de dire, quoi. J'ai fait des études de philo aussi, donc il y avait tout le côté recherche et l'écriture. Donc tout ça, c'est mis ensemble. Et je pense que oui, la façon dont je raconte les Odyssées, bien sûr, elle doit venir de mes années de théâtre, mais ça vient aussi, je pense aussi, de beaucoup d'écoute d'Affaires sensibles, où j'écoutais beaucoup Fabrice Drouel, et je pense qu'en fait j'ai un peu sans m'en rendre compte, ou intégré son phrasé, quoi. Un peu artificiel mais qui marche. Vous avez parlé tout à l'heure du choix des personnages. Il y a donc des gens très connus, incontournables, Martin Luther King, Napoléon et autres, et puis des personnalités peut-être un peu moins connues. Là dernièrement, Jeanne Barré, première femme à avoir fait le tour du monde. Des personnalités peut-être que vous avez donc plus choisies. Est-ce que parmi tout ce panel, vous avez vos petits chouchous ? Ah oui, j'ai forcément... Après, j'aime vraiment bien toutes les Odyssées. Mais oui, il y a des histoires que j'ai plus de... un peu particulières, soit parce que d'un seul coup, c'est des grands souvenirs d'écriture, ou parce que c'est des personnages incroyables. Parmi les épisodes que j'aime vraiment bien, de temps en temps réécouter, ou voilà, il y a le vol de la Joconde. Ça, c'est une enquête comme ça, avec plein de rebondissements, etc. On est dans le musée...
voilà, c'était assez... Et puis c'est parmi les premiers épisodes qu'on a fait avec le Louvre. Donc ça, c'était aussi un grand plaisir de travailler avec les historiens, les conservateurs en fait, du musée du Louvre et tout avec eux. C'était super intéressant. On a fait un épisode sur, je me rappelle, oui, qui s'appelle Le ballon de la liberté, voilà, sur une famille est-allemande qui s'envole en ballon pour fuir l'URSS et qui sont poursuivis par la Stasi. Et ça, c'était super à écrire. Les évadés d'Alcatraz aussi, si j'aime vraiment bien. Voilà, enfin non, mais en fait, il y a plein d'épisodes. En tout cas, dans toutes ces histoires, des grandes histoires de grandes femmes et hommes, il y a ces notions de liberté, de courage, de persévérance. Il y a aussi ce message-là que vous avez envie de faire passer à vos auditeurs, au-delà de leur faire passer un bon moment. Bah oui, c'est des héros comme ça qui ont des valeurs assez... j'aime bien, c'est vrai, les combats, les révoltes. J'ai toujours un peu de tendresse pour ces récits-là. D'ailleurs, j'ai pas encore fait, mais je rêve de faire, et je pense que je le ferai bientôt, je sais pas quand, mais de faire une odyssée sur... alors, il faut trouver une figure de la révolte irlandaise contre les Anglais. Et j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour... c'est un peu bête de dire ça, parce qu'ils ont vécu des trucs atroces. Et moi, je dis, ah oui, j'ai beaucoup de tendresse pour... Mais pour ces histoires de révolte, quand j'étais enfant, moi, j'étais très émue par ça. Et j'aime bien raconter des histoires, parce que d'abord, c'est hyper intéressant à écrire. Et c'est bien de montrer qu'en fait, l'histoire peut changer. Enfin, je veux dire, que ça bascule, en fait. Et que ce qui se passe, c'est parce que les gens s'élèvent d'un seul coup. Tel qu'il est présenté, le podcast Les Odyssées, il s'adresse aux 7-12 ans. Finalement, ça c'est quelque chose d'assez variable et il plaît aussi beaucoup aux adultes. Oui, en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt une écoute familiale, quoi, que parfois même les petits frères et sœurs écoutaient avec les grands frères et sœurs, que parfois les parents écoutaient aussi. Ça permet d'en parler aussi en famille. Oui, ça permet d'en parler aussi. Parfois, il y a des auditeurs qui m'écrivent. Voilà, on se rend compte aussi que les enfants retiennent pas mal en fait, et qu'après ils ressortent des choses, voilà, avec leurs copains ou leurs parents, en disant ah c'est comme Louis XIV. Enfin, je sais pas. Alors qu'il est confortablement installé dans sa barque, à quelques mètres de la prison, un pêcheur voit tomber un objet sur les rochers. 3 coups de rame plus tard, il le ramasse. C'est une assiette d'argent sur laquelle est gravé un message. Immédiatement, le pêcheur la rapporte à Monsieur de Saint-Mars dans l'espoir d'obtenir une petite récompense. Le gouverneur lui demande alors, en fronçant vraiment beaucoup les sourcils, histoire de lui faire extrêmement peur, « Avez-vous lu le message sur l'assiette ?» « Mais, Monsieur de Saint-Mars, je ne sais pas lire, » répond le pêcheur, un peu embarrassé. « Ouf, vous l'avez échappé belle, sinon c'était « quick quick ». « Quick quick », cela veut dire la mort. Du podcast, vous êtes revenu à l'écriture par le livre. Comment ça s'est passé finalement ce cheminement ? Donc un podcast écrit qui ensuite redevient un livre. On a pas mal retravaillé les textes pour les adapter au livre, tout en essayant de garder le ton, les blagues et le côté un peu oralité, parce que c'est devenu un livre, mais alors ça a destination soit à se lire, à être lu, voilà, tout seul dans sa chambre, mais aussi à être partagé, donc avec une lecture à voix haute. Donc voilà, tout le travail, ça a été de garder le ton. Là, on a commencé à travailler sur le tome 2, et on réunit du coup plutôt les récits fondateurs et les grands mythes. Il y a d'Odyssée, Robinson Crusoe, et puis La Table Ronde. Et là, il y a un plus gros travail d'écriture que pour le tome 1, là sur l'Iliade et l'Odyssée par exemple, parce que là il y a vraiment tout un truc qui passait, notamment d'humour et tout, à l'oral, et là on a du gros boulot. Peut-être on peut terminer Laure Grand Besançon par 2 conseils. Un, peut-être pour les parents qui écoutent le podcast et qui se disent moi j'ai aussi envie de raconter des histoires à mes enfants et que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Et puis peut-être pour les enfants, mais là c'est plus des conseils de lecture d'enfants qui vous ont guidé et qui peuvent aussi leur plaire. Si on commence par les parents. Alors, pour les parents, en fait, raconter des histoires, tout simplement. Parce que les enfants, je crois qu'ils aiment qu'on leur raconte des histoires, enfin, tout, en fait, des histoires de la vie, enfin, des choses qui leur arrivent à eux, parents, quoi. Moi, j'étais fascinée par ce qui arrivait à mon père, quoi. Parfois, c'était pas forcément des trucs grandioses, mais je trouvais ça fou, quoi. Donc, raconter le plus possible, quoi. Mais toutes les histoires
sont bonnes à raconter, mais racontées de personne à personne, le maximum de choses. Et puis parfois, on est surpris de voir ce qui intéresse les enfants. Je discutais avec donc Fanny Leroy, qui est la personne qui s'occupe de faire la documentation pour les Odyssées, et il me racontait, je sais pas, qu'elle racontait à son fils une histoire de sa vie, et il était hyper intéressé, il voulait savoir tout en détail. Mais alors, maman, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, ils ont trop envie qu'on leur raconte des histoires, donc voilà. Tout est matière. Tout est matière à histoire, en fait. Tout est matière, surtout qu'en plus, même dans la vie des parents, enfin, il y a tellement de choses qui échappent aux enfants, tellement de choses que les enfants ne connaissent pas de la vie de leurs parents, que déjà, ça, c'est la première ressource, enfin, peut-être. Donc voilà, et les enfants... moi, je me souviens que le premier... C'est peut-être un livre, d'ailleurs, qu'ils connaissent les enfants, mais le premier livre, vraiment, qui m'a fait pleurer, c'était À la case de l'oncle Tom. Et je me souviens, j'étais une petite mezzanine comme ça, et je disais... Et j'étais contente de pleurer. Pour un livre, quoi, d'avoir cette émotion. Après, j'ai été très longtemps fan de Fantomette, super héroïne. Après, j'ai été fan d'Arsène Lupin. Agatha Christie aussi. Voilà, j'avais adoré Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Toute la série des Camos de Daniel Pénac. J'avais trop aimé. J'avais adoré aussi. Alors, j'étais hyper fière après quand j'ai lu, parce que je disais à tout le monde que je lisais Les Misérables. Mais en fait, je m'étais rendu compte que c'était pas Les Misérables vraiment pour adultes, quoi. Mais je savais pas quand j'étais enfant. Donc, je me suis dit, oui, je lis Les Misérables et tout. Mais j'avais quand même. Et ça aussi, ça m'avait tellement marqué. En plus, après, sur Arte, un dimanche après-midi, il y avait Les Misérables qui étaient passés. Et il y avait ça qui était à la télé, quoi. Et je me souviens de l'image de Fantine. Et le réalisateur l'avait filmé d'année en année comme ça, et puis d'un seul coup elle avait plus de cheveux, plus de dents, machin et tout, et ça m'avait mais hyper marqué quand j'étais enfant, quoi. Et donc voilà, j'avais ça m'avait marqué aussi, mais c'était l'édition pour enfants, évidemment, même si pendant très longtemps je dis je lis Les Misérables et tout, mais j'ai compris récemment que non, c'était pas ça. Voilà, j'aimais bien les choses un peu comme ça, bien mélo, quoi, et le côté enquête. En tout cas, voilà, conseil, lire et raconter des histoires, oui. Ça c'est les fondamentaux. Mais pas, lire c'est super cool, mais c'est pas grave si on lit pas, parce que parfois les parents sont un peu inquiets et tout, il y a des périodes de ma vie après où j'ai plus trop lu, et c'est revenu, et quand j'étais enfant, je lisais beaucoup, mais à côté j'étais un peu en cancre, enfin voilà. Les Odyssées en livre et en podcast sur France Inter. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite.